Aujourd'hui, tous les bords politiques nous chantent la berceuse de l'austérité. Ils ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, qu'il en va de la vie ou de la mort de notre République. Depuis la Révolution et la naissance de l'État moderne, l'oligarchie financière n'a eu de cesse de stériliser l'action publique, en cantonnant l'État à un simple rôle de gestionnaire. En lui confisquant la monnaie, elle restreint son champ d'action au budget, par nature limité. Pour faire avaler la pilule, cette oligarchie, en contrôlant les grandes écoles de notre pays, présente au peuple l'État comme un bon père de famille, et l'austérité comme la preuve de son sérieux et de son autorité. Pour Jean Jaurès, cette vision est inadmissible. Le peuple est souverain et il n'est le fils de personne. L'État, lui, est simplement l'outil qui doit assurer le bonheur et un futur au peuple français. Pour libérer la France de l'emprise de l'oligarchie financière et assurer la prospérité du pays, le député de Carmaux tentera de donner à la nation les clés de sa liberté, ce qu'il appelle le crédit démocratique. Pour Jean Jaurès, la finance a un visage. Ce sont à son époque les principaux actionnaires de la Banque de France. Créée en 1800 par Napoléon Bonaparte, la Banque de France est une banque privée qui détient le privilège de frapper la monnaie. Ce privilège donne les clés de l'économie française à une poignée de financiers, puisque ce sont eux qui décident à qui et combien de crédits on accorde. Ils privilégient ainsi les amis et les profits juteux. Parmi les 15 régents qui dirigent la banque à ses débuts, on trouve les noms de Perregaux et Mallet, banquiers basés à Paris, et Perrier, négociant à Grenoble. Jean Jaurès les connaît bien et n'a pas peur de les qualifier publiquement d'escrocs. Dans son histoire socialiste de la Révolution française, Jaurès prend fait et cause pour la création des assignats par l'Assemblée constituante en 1790. C'est maintenant le crédit direct que la Révolution trouve en elle-même, dans la valeur des biens qu'elle a saisis, dans la confiance et dans l'affection qu'elle inspire. Crédit de la nation à la nation, de la Révolution à la Révolution. La transformation de l'assignat en papier-monnaie ayant universellement cours. Voilà l'appel à la nation. Jaurès montre qu'avec les assignats, le chômage des ouvriers était descendu au plus bas. Mais après 1792, la guerre et la politique de faux assignats provoquèrent une chute violente du cours de l'assignat, créant une hausse des prix dramatique. Parmi ceux qui spéculèrent sur le dos de l'assignat et qui poussèrent à la guerre et en profitèrent largement, on retrouve le banquier Jean-Frédéric Perregaux, alors proche du ministère de la Guerre en 1792-93, et Guillaume Mallet, accusé de complot contre-révolutionnaire en 1794. Quant à Claude Perrier, Jaurès en dresse un portrait dans une plaidoirie prononcée en 1894 en faveur d'un journaliste accusé d'outrage à Jean-Casimir Perrier, président de la République et héritier de Claude Perrier, son arrière-grand-père. Pendant la tempête et jusqu'à la fin de la terreur, Claude Perrier acheta, par quelques libéralités forcées, un peu de tranquillité et de sécurité. Après Thermidor, il se précipite vers Paris où les agitations d'argent vont succéder aux agitations de conscience. Et là, sur les fluctuations des domaines nationaux, sur les variations des effets publics et sur les fournitures de la guerre, il se livre à des spéculations qui enflent sa fortune. Il devient une des puissances financières du directoire et du consulat. Il réalise ainsi son rêve, qui était de fonder sur une base féodale sa domination bourgeoise. Et il entre à la Banque de France, créée par le premier consul. C'est lui qui en rédige les statuts, instituant dans la Banque de l'État la prédominance d'une oligarchie financière. C'est ainsi que par Claude Perrier, toute la puissance financière du temps commence à se concentrer dans cette famille.
Tout au long du XIXe siècle et une partie du XXe, les prêts de la Banque de France aux petites et moyennes entreprises, aux artisans et commerçants, furent volontairement freinés et diminués, au profit d'une caste financière qui préférait investir dans des spéculations financières. Cela ne vous rappelle rien ? C'est contre ce système que Jaurès se leva. Dès le départ, le système de la Banque de France, jouant sur le traumatisme de l'expérience de l'assignat que les régents de la banque avaient eux-mêmes fait échouer, impose un système à étalon or. C'est-à-dire qu'à chaque création de billets de banque, son équivalent en or devait figurer dans les coffres de la banque. En conséquence, le crédit aux petites et moyennes entreprises et industries, ainsi qu'aux agriculteurs, était coûteux et limité. Dans son article « Le crédit démocratique », publié dans la dépêche du 27 juin 1892, Jaurès dénonce cet argent cher, pourtant nécessaire pour développer les forces productives du pays. La nationalisation de la Banque de France, affirme Jaurès, permettrait de mettre fin à cette politique qui privilégie les rentiers et les cartels. Ceci au profit des petites et moyennes entreprises. Il calcule que le crédit à 10% d'intérêt, qui est la norme à l'époque, peut être baissé à 1% de taux d'intérêt pour les commerçants et les entreprises, mettant ainsi fin à un corset monétaire qui empêche d'équiper, d'aménager, d'outiller, de développer les hommes et les territoires. Mais Jaurès ne s'arrête pas là. Il veut libérer le travail de la tutelle financière et que le pays puisse œuvrer pour les générations futures. Pour que la démocratie puisse se servir, à son gré, et dans l'intérêt du travail, de ce merveilleux instrument d'émancipation et d'action qui s'appelle la banque. Il faut qu'elle en soit souveraine maîtresse et qu'elle n'introduise pas dans la maison même, avec des clauses en apparence rigoureuses, une oligarchie financière hostile. Il ne s'agit plus d'investir en fonction de son budget, mais bien d'investir en fonction de ce qui est nécessaire, c'est-à-dire ce que le futur réclame de nous. Ce ne sont pas les ressources qui mesurent les dépenses, c'est bien plutôt l'infinité même de l'œuvre à accomplir qui suscite l'infinité correspondante des ressources. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 31 ans après l'assassinat de Jean Jaurès, le pays est détruit. Avec l'élan du Conseil national de la résistance, le gouvernement provisoire de 1945, mené par Charles de Gaulle, en charge de rebâtir la France, instaure le système de crédit public. Il nationalise la Banque de France et lui adjoint un Conseil national du crédit, représentatif des forces vives de la nation, permettant ainsi à l'État d'émettre un crédit public à taux bas ou nul pour les projets d'avenir. Pour la première fois de son histoire, la France put organiser la distribution du crédit dans l'économie en fonction de l'intérêt général et des nécessités du futur. La loi du 2 décembre 1945 est un calque parfait de la proposition de crédit démocratique faite par Jean Jaurès en 1892. Non seulement elle évince les élites financières de la direction de la Banque de France, mais elle confie l'orientation du crédit aux forces productives de la nation, au sein de ce que Jaurès appelait le Conseil d'escompte chargé de l'organisation du crédit industriel et commercial. C'est ce système de crédit démocratique qui permit la prospérité des 30 Glorieuses. Son abandon, dans les années 70, réouvrit la page de la crise. Jaurès nous avait prévenus. Ni la guerre, ni l'austérité ne peuvent relancer l'économie. C'est dans le crédit national et démocratique qu'est la solution tranquille du problème social.